Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans Réseau, un épisode bonus à retrouver sur ma chaîne YouTube et en bonus dans les podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur. Arthur, comment ça va ? Salut Baptiste, ça va très bien. Ravi d'être avec toi pour ce podcast. Merci. Et merci de m'accueillir. Écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases ? Ouais, carrément. Donc je m'appelle Arthur, j'ai 31 ans. Je vis à Paris, mais je suis souvent en Haute-Savoie parce que j'y ai grandi. Je suis un grand passionné de sport, notamment des sports de glisse et de foot. Et je crois savoir que toi aussi t'apprécies pas mal le foot. Carrément. Mais je suis aussi passionné de musique, de ciné, de séries, de littérature. Et c'est pour ça que j'ai cofondé Paco, qui est le réseau social dédié à la culture. Voilà, en quelques mots qui je suis. Ok, et tu supportes qui au foot ? Ça m'intéresse un peu. Je supporte l'Olympique de Marseille. Aïe, 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 aïe. Et toi, rappelle-moi pour qui tu es. Moi, je suis pour la Roma. Ouais, la Roma, c'est ça. C'est ce que j'avais entendu dans un de tes précédents podcasts. C'est ça, mais pas forcément un sympathisant de l'OM pour le coup, de mon côté, mais c'est pas grave. Non, on va réussir à s'entendre quand même. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Du coup, Arthur, est-ce que tu peux me parler un petit peu du projet Paco, du coup, que tu as cofondé ? Parce que moi, c'est vrai que je t'ai connu comme ça. Je t'ai connu à l'époque sur Instagram. Et c'est vrai que c'est un projet très innovant, en fait, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de réseaux sociaux. Donc, si tu veux présenter un petit peu ce que c'est l'application et... Carrément. Écoute, déjà pour commencer, en fait, si tu veux, moi j'ai toujours été passionné de culture, d'art au sens assez large du terme, et également passionné d'entrepreneuriat. Et j'avais l'envie de monter des projets qui mêlent ces passions-là. Et j'ai eu une idée qui était, on va dire, l'ébauche de Paco il y a quelques années. Mais je lui ai vraiment donné vie à partir de l'année dernière. Et donc Paco, comme je te le disais en introduction, c'est le réseau social qui est dédié à la culture et qui est designé en priorité pour la génération Z, donc les 16-23 ans environ. Et en fait notre constat, il a été assez simple, c'est que on s'est rendu compte que les gens commençaient à ressentir une certaine fatigue et une lassitude des réseaux sociaux généralistes que peuvent être Instagram, TikTok, etc., qui peuvent installer une tension dans la vie de tous les jours, qui ont plus pour but de mettre en avant la vie rêvée des gens et de nous faire nous sentir un petit peu mal par rapport à nos propres vies qui sont pas aussi belles que les photos Instagram des gens qu'on suit. Mais ça veut pas dire que on veut arrêter de se sociabiliser de manière digitale. C'est juste qu'on voudrait sans doute le faire de manière plus intelligente, d'avoir un petit peu plus de sens derrière ces échanges digitaux. Et on s'est aussi rendu compte que les 16-23 ans, c'est une génération qui est passionnée de culture, la consomme tous les jours, toute la journée. Que ce soit avec des écouteurs pour écouter de la musique devant Netflix le soir ou en lisant un bouquin dans les transports ou ailleurs. Et en fait, la culture, ça leur offre une manière de se connecter et de rencontrer des personnes qui ont des goûts similaires. C'est un super moyen de démarrer une conversation et puis c'est également un super moyen d'approfondir des relations. Et en fait, tout en découvrant en même temps des nouveaux morceaux de musique, des nouveaux films à regarder, des nouvelles séries, des nouveaux bouquins, etc. Et donc nous on a voulu créer avec Paco un outil qui permettait d'aider les gens à se connecter et à se rapprocher grâce à la culture, parce que notamment on s'est rendu compte qu'il y avait pas grand monde qui le faisait, ou en tout cas qui le faisait bien. Il y a des services qui sont pas mal, mais qui sont soit pas super bien designés, soit pas vraiment adaptés à une nouvelle génération. Je pense à des Sens Critique, Goodreads, Letterboxd, etc., qui sont des services que j'aime beaucoup, mais qui pour moi aujourd'hui sont pas au fait des nouveaux usages. Donc voilà, donc Paco, c'est le réseau social qui est dédié à la culture, designé pour la génération Z
Et notre mission, c'est d'aider, de créer l'espace et l'outil qui permet aux gens de se connecter à travers la culture. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est déjà que nous deux, on a 11 ans de différence. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on partage le même combat, tu vois. Et je trouve que ça, déjà, ça joue beaucoup parce que je me demande un peu, tu vois, souvent comment la génération au-dessus de la mienne consomme les réseaux sociaux, tu vois. Et parce que tu dis que la génération Z dont je fais partie consomme énormément de culture, etc. Mais, et à juste titre. Mais j'ai l'impression que dans Paco, il y a aussi la consommation de ta génération à toi des réseaux sociaux. Et du coup, c'est un peu un mix des deux, tu vois. Et je trouve ça... Ouais. Vas-y, excuse-moi. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que ta génération est fortement consommatrice de culture, la mienne aussi. Je dirais simplement que nous, j'ai l'impression en tout cas que les gens autour de moi, les gens qui ont une trentaine d'années, veulent vraiment déconnecter un petit peu de leur téléphone, déconnecter des applications qui leur envoient des notifications toute la journée, et au-delà de chercher un réseau ou une application qui va avoir plus de sens, ils vont chercher à s'éloigner un petit peu du digital. Et du coup, je pense pas du tout que Paco ne soit pas fait pour eux. Bien au contraire, je pense simplement que dans un premier temps, Paco est plus adapté à sa génération qui va être friand de découvrir des nouvelles applications, de les essayer et puis de les démocratiser. Et je pense qu'en fait, ma génération viendra sur Paco quand elle verra que la génération Z est dessus, et que la génération Z leur montrera le chemin pour l'utiliser, et lui montrera que ça a de la valeur. Et tu parlais justement, tu vois, des gens de 30 ans autour de toi qui ont envie de se couper des notifications, etc. Est-ce que toi, t'as ce besoin-là? Est-ce que tu te sens un peu oppressé par toutes ces plateformes, comme Instagram et autres? Écoute, si tu veux, j'ai été assez tôt sur les réseaux sociaux. Instagram, quand c'est sorti en France, je dirais 2011, je me suis mis tout de suite dessus. Pareil pour Twitter. J'ai aussi pas mal bossé, d'un point de vue pro, sur les réseaux sociaux, donc en faisant un peu de marketing d'influence, en bossant pour d'autres applications sociales, et j'ai vu un peu l'évolution de la pratique des gens et aussi l'évolution de ma perception. Au début, je trouvais que c'était des endroits super libres où tu partageais ce que tu voulais, c'était top. Et puis il y a eu cette phase de hype, je dirais, où les gens ont voulu percer, les gens ont voulu devenir influenceurs parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un business, etc. Et c'est à partir de, moi, on va dire que j'ai vécu ce truc-là avec beaucoup d'entrain, et j'ai joué le jeu pendant, 6 mois. Ça m'éclatait de me dire, j'essaie de faire des photos qui font des likes, j'essaie d'avoir des followers, etc. Et en fait, ça m'a très vite lassé, et je me suis vite rendu compte, en fait, que c'était pas du tout un jeu dans lequel je prenais du plaisir. Et je suis revenu un peu à cette considération que j'avais au démarrage de réseaux comme Instagram. Je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est celui que j'utilise le plus, où je m'en suis un petit peu détaché. Donc aujourd'hui, pour te répondre, moi par exemple, j'ai coupé toutes les notifications de mes réseaux sociaux, mais ça veut pas du tout dire que je les consomme pas. Je les utilise beaucoup de fois dans la journée, mais je me sens pas, si tu veux, j'ai pas cette boule au ventre ou cette montée de stress quand je vois 15 notifs qui s'affichent, où je me sens pas du tout obligé d'aller me connecter à un jour précis pour voir ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir réussi à prendre pas mal de distance et à me sentir assez libre dans la consommation des réseaux sociaux. Ok, c'est super intéressant et c'est super sain du coup comme consommation. Moi, c'est un peu ce que je visais ces derniers mois là, avant de prendre la décision de désinstaller tout. Mais c'est vrai que je trouve que quand tu décides de ton plein gré de te mettre des limites et de ne pas te laisser esclave en fait de tous ces trucs là, c'est forcément plus sain directement, quoi. Et je voulais te demander sur Paco, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le design de l'application qui est très très simple, en fait, qui va directement à l'essentiel, sans forcément, en s'inspirant quelque part des réseaux comme Instagram, etc. Mais il y a quand même beaucoup de différences. Est-ce
est-ce que par exemple le choix des couleurs, enfin je crois que la couleur prédominante chez Paco c'est la couleur verte, etc. Est-ce que ça a une signification? Alors, en fait, moi, je voulais mettre en place une identité très vivante, très colorée. Et en fait, c'est simple, c'est parce que moi, j'adore les couleurs vives. J'adore en porter quand je m'habille. Encore plus quand on est, tu vois, en période de Covid, de confinement, où tu sors jamais de chez toi. Bah, en fait, j'ai l'impression que le moment où tu sors, c'est le moment où tu as envie de voir des couleurs. C'est le moment où tu as envie de, je sais pas, je trouve que les couleurs, c'est quelque chose qui amène beaucoup de joie dans ta vie. Et j'avais pas envie que Paco ressemble à Instagram ou Twitter ou toutes ces applis ou TikTok, tu vois, toutes ces applis qui sont déjà très matures et qui du coup font du blanc sur noir ou du noir sur blanc. Ouais. J'avais envie d'instiller une identité vraiment jeune, fun, tu vois, genre playful, quoi. Je sais pas, désolé pour cet anglicisme dégueulasse, mais vraiment qu'on se sente en fait, qu'on ouvre l'appli et qu'on se dise ah, ça, je suis bien, je suis sur Paco, c'est pas comme une autre application. Ça m'envoie des bonnes vibes, tu vois. C'est pour ça qu'il y a du vert, c'est pour ça qu'il y a du jaune, il y a du rose. C'est vivant, quoi. Je trouve que c'est réconfortant, en fait, quand tu l'ouvres. Et pour l'instant, est-ce que tu es content enfin, là, l'application est encore en bêta test, si je dis pas de bêtises? Exactement, ouais. Exactement. Et t'es content de ce qui se passe autour de Paco? Est-ce que l'écosystème, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur quand même, semaine après semaine. Et est-ce que toi, t'en es content, fier de tout ça, j'imagine? Tout à fait. Bah, comme tu dis, on est encore en bêta test, donc ça veut dire que on a réalisé, on va dire, 10 à 20% de ce qu'on a réellement envie de faire avec Paco. Ouais. Il y a encore des petits bugs par-ci par-là, mais d'un point de vue expérience, on a réussi à déjà faire quelque chose de sympa où tu peux créer tes posts au sujet de tes œuvres préférées avec des fonctionnalités assez sympas. Tu peux rajouter des photos, tu peux rajouter des notes vocales, tu peux rajouter des extraits de musique. C'est assez simple, c'est ludique et ça te permet de créer des contenus qui sont visuellement beaux. Donc déjà ça plaît énormément. Et puis d'un autre côté, t'as le côté on va dire consommation dans l'expérience, c'est-à-dire pouvoir scroller les différents posts des utilisateurs sur ton fil d'actualité. Et en fait, au lieu de voir des photos ou des vidéos qui auraient pas de sens, comme tu peux en voir beaucoup sur les autres réseaux sociaux, en fait, ce que tu scrolles, c'est des nouvelles idées de films, des nouvelles idées de musique ou de bouquins à écouter, lire, regarder. Et en fait, ça plaît énormément parce que les gens, ils voient une vraie différence avec leur utilisation des autres réseaux sociaux. Et quand ils passent 10 minutes ou 15 minutes sur Paco, ils ont le sentiment de découvrir des choses culturellement, de voir qu'il y a des gens comme eux qui ont des goûts similaires et qui peuvent en plus leur faire découvrir des nouvelles œuvres. Donc pour l'instant, ouais, on est ravis. Après, on a envie d'aller très vite et d'avoir beaucoup de monde sur la plateforme parce que on sent qu'il y a un gros potentiel, mais on a besoin de prendre le temps de développer tout ça correctement. Et moi, ce que j'aime bien sur Paco en tant que créateur de podcast, c'est aussi le fait que vous ayez rajouté une note audio. Et ça, je trouve, enfin, j'ai jamais vu ça. Et je trouve que ça rend le contenu, quelque part très personnel, parce que je trouve que si tu commences à commenter oralement les œuvres que t'aimes, c'est vraiment ton opinion, c'est ce que tu ressens. Enfin, tu vois, je l'ai pas encore fait la note vocale, mais je sais que si je le fais un jour, ce sera vraiment après avoir vu l'œuvre, etc. Du coup, ce sera à chaud et très spontané. Mais le fait de partager ça à sa communauté Paco, je trouve que c'est aussi ça qui casse un peu les codes et qui fait du bien quelque part. Écoute, ouais, je suis d'accord avec toi. C'était un peu un pari parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas vu cette fonctionnalité sur d'autres réseaux sociaux. Et en fait, je trouve que ça amène beaucoup de chaleur. C'est super chaleureux d'écouter quelqu'un raconter en 20, 30, 40 secondes il ou elle a pensé de ce film, de telle série, de tel bouquin. Et il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui commencent à s'y mettre. Je pense notamment à une fille qui s'appelle Ovnitude sur Paco, dont j'adore les recommandations et qui à chaque fois va prendre 20 secondes pour dire écoute, ça c'est une série qui a été réalisée par
David Fincher, ça parle de telle chose et telle chose. Et en fait, t'as l'impression de discuter avec quelqu'un autour d'un café et que en fait, on s'échange des recommandations culturelles. Et j'aime beaucoup. Après, il y a des gens qui font des choses plus expérimentales. Il y a Arthur qui est un autre Arthur qui est sur la plateforme. Qui lui, quand il fait un post sur des bouquins, il va nous lire une page ou un extrait. Et ça, je trouve ça trop bien, quoi. Ah, carrément. Ok, bah c'est génial. Et je me demandais, est-ce que le confinement, parce que là à l'heure où on enregistre ce podcast, les salles de ciné, etc. ont rouvert depuis 2 jours. Est-ce que les 2 confinements, enfin même toute la période Covid, t'a permis d'encore plus réfléchir à la consommation des gens, enfin comment dire, est-ce que l'expérience confinement t'a été bénéfique ou au contraire ça a été de l'attente un peu dans le vide et t'avais juste hâte que ça sorte, quoi, Paco, en bêta test? Alors en fait, d'un point de vue personnel, moi ces confinements, ils m'ont permis de me recentrer sur ce que je voulais vraiment faire. D'un point de vue professionnel dans ma vie, parce que j'ai toujours bossé sur pas mal de projets en parallèle. Et en fait, j'ai enfin eu le temps de me concentrer à 100% sur cette idée qui est devenue Paco. Donc déjà, moi, je suis vraiment chanceux de ce point de vue-là. Après, ça m'a permis, dans le développement de ce projet-là, ça m'a surtout permis d'échanger beaucoup avec les gens. Sur l'automne dernier, j'ai discuté avec 150 personnes de Paco. J'ai montré des maquettes. J'ai interrogé les gens sur comment ils consommaient la culture, comment ils partageaient autour d'eux les œuvres qu'ils apprécient, comment ils aiment découvrir des nouvelles œuvres. Et en fait, en un mois, j'ai réussi à apprendre énormément, et c'est notamment parce que les gens étaient libres, les gens étaient chez eux, et qu'en fait, ils avaient du temps à m'accorder, et ça les dérangeait pas de rester 1 heure au téléphone avec moi. Donc moi, je suis vraiment, on va dire vraiment, je fais partie des chanceux pour qui les confinements ont été un catalyseur de projets. Donc non, je l'ai vraiment accueilli avec beaucoup de chance. Génial. Et du coup, qu'est-ce que vise, quels sont les objectifs un peu sur le long terme de Paco? Est-ce que vous en avez défini des concrets, ou est-ce que vous laissez l'application faire son petit bonhomme de chemin On a des objectifs. Moi, je pense que la culture, c'est vraiment le moyen le plus sain et le plus simple de connecter, rencontrer des nouvelles personnes, créer des affinités, approfondir des relations. Et en fait, pour moi, c'est planétaire, c'est valable pour n'importe qui. Et je pense que Paco pourrait tout à fait avoir la taille d'un réseau social comme les plus gros qu'on voit aujourd'hui, donc qui comptent des centaines de millions d'utilisateurs. Donc ça paraît super ambitieux, parce que là on est à quelques mois, enfin à quelques semaines du démarrage, mais vraiment je suis persuadé qu'on peut emmener cette aventure très très loin, et que en plus ce serait on apporterait vraiment de la valeur aux gens, dans le sens où on créerait un moyen de tous se rapprocher grâce à la culture, de tous se cultiver juste en scrollant des posts. Et moi, je serais ultra fier qu'on puisse amener Paco à cette échelle-là. Après, d'un point de vue application, d'un point de vue produit, aujourd'hui, sur Paco, on peut créer des posts au sujet de ses œuvres préférées. Donc ça c'est top comme expérience. Mais on imagine mettre en place des choses tout à fait nouvelles, potentiellement des rooms live. Donc mettons que tu viens de poster au sujet d'un film que tu as regardé au ciné, je sais pas, on va dire Mandibule, qui est sorti mercredi. Je vois ton post, Baptiste, et je me dis trop bien, j'aimerais bien approfondir la discussion et discuter en live avec des gens de ce film. Peut-être que beaucoup de gens sont sortis du cinéma récemment. Et là, avec un bouton, on t'emmène vers une room live où les gens discutent à la voix ou par écrit ou même par vidéo. Ils discutent de ce film-là, et rendre en fait les échanges encore plus live et authentiques qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est une des pistes qu'on aimerait explorer, mais il y en a plein d'autres. Super. Et est-ce que du coup, parce qu'après je vais passer à ta consommation culturelle à toi, est-ce que tu peux me dire où on peut retrouver Paco sur les réseaux sociaux, et si on veut tester Paco, comment ça se passe?
Ouais, bien sûr. Alors, Paco, aujourd'hui, on est présent principalement sur Instagram. Notre nom, c'est Get Paco, Getpaco. Et donc, c'est le plus simple pour nous suivre parce que c'est là où on est les plus actifs. On donne des news de l'application, les mises à jour. On essaie aussi de parler de culture, évidemment, et de faire ça avec des jolies couleurs. Notre lien en bio t'emmène directement vers le téléchargement de l'application. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Instagram, sinon on a un site web qui vous permet de télécharger l'application très simplement. C'est getpaco, getpaco.landen, LANDEN.co. Un petit peu plus compliqué, Instagram c'est toujours plus efficace, mais voilà. Et sinon on sera bientôt présent sur l'App Store pour que ce soit encore plus simple pour que les gens nous retrouvent. De toute façon, tout sera disponible en description du podcast. Du coup, Arthur, moi je voulais te demander, est-ce que tu peux me parler un peu de ta consommation culturelle à toi, hors Paco? Est-ce que par exemple il y a des livres qui ont marqué ta vie, des films, des groupes de musique, etc. Grave. Écoute, j'adore parler de culture, donc avec grand plaisir. Génial. Si on commence par les livres, le premier qui me vient en tête, qui est, je pense, mon bouquin préféré, c'est le Comte de Monte Cristo, ouais, que j'ai lu il y a, je crois, 2 ans à peu près. Et en fait, j'ai été tellement impressionné. Je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'un homme ait réussi à comprendre la nature humaine dans sa profondeur, dans une telle profondeur. Tu vois la capacité de Dumas à écrire un personnage comme Edmond Dantès, à rentrer dans les sentiments et la psychologie, dans les intrigues. En fait, j'ai été impressionné. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit l'œuvre d'un seul homme. Ouais. Et ça m'a vraiment transporté. C'est vraiment ma référence numéro 1. Je sais pas si tu l'as lu, toi. Je l'ai pas lu. On m'en a beaucoup parlé récemment, parce que en plus je me suis mis il y a pas longtemps à Audible, tu sais, les livres audio. Ouais, et je sais que c'est le livre numéro 1 un peu partout, et je me suis tâté à le prendre dans mes crédits. Et en vrai, faudrait vraiment que je le fasse parce qu'il est tellement bien noté partout, et puis il a une telle réputation que je ne doute pas de sa qualité, quoi. Franchement, c'est génial. Faut t'accrocher parce que t'as 2 tomes qui font, je pense 1000 pages au total. Ouais. Mais honnêtement, moi, je l'ai dévoré. Ça se lit super facilement, en fait. Okay. C'est un vrai roman d'aventure, quoi. Ok, faut que je me procure ça. Je vais me le procurer en format physique, je pense, pour encore plus kiffer l'expérience. Ok, donc le Comte de Monte Cristo, et t'en as d'autres, peut-être? Ouais. Alors, dans un autre registre, j'ai adoré l'autobiographie de Anthony Kiedis, qui est le chanteur du groupe des Red Hot Chili Peppers. Et en fait, il a écrit ce bouquin qui s'appelle Scar Tissue, comme le nom d'un morceau qu'ils ont fait sur l'album Californication. Et en fait, Anthony Kiedis, il raconte depuis sa jeunesse avec son père quand il a grandi à Hollywood jusqu'à la formation du groupe, etc. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, au-delà de découvrir comment un groupe aussi majeur s'est formé, comment les albums ont été créés, ce qui est déjà méga intéressant, t'as en fait tout le combat de Anthony Kiedis contre son addiction à toute forme de drogue. Ouais. En gros, pour la petite histoire, il te raconte au début du livre que par le plus grand des hasards, un soir, alors qu'il avait 8 ans ou 9 ans, il a sniffé un rail d'héroïne à une soirée organisée par son père, et qu'à partir de là, en fait, il a été accro toute sa vie à la drogue, et qu'il a réussi à s'en sortir. Et en fait, c'est un peu ce parcours initiatique et le fait qu'il ait réussi à trouver les ressources pour s'éloigner de tout ça qui donne énormément de profondeur au bouquin. Tu vois à quel point il a été mal et à quel point c'est un super combat. Et franchement, mêler musique et ce genre de combat, c'était super inspirant. Donc j'ai adoré. Et quand tu vois la qualité de la musique des Red Hot en plus derrière, ça ne peut que donner envie de lire, quoi. Donc c'est clair. Ouais, ça te donne un peu, tu vois, le background de dans quel état d'esprit ils étaient au moment où ils ont fait Californication, ouais, au moment où ils ont fait Blood, Sugar, Sex, Magic. Franchement, c'est génial. Si t'aimes bien la musique, je te recommande. Tu l'as lu d'ailleurs ou pas? Je l'ai pas lu du tout, mais je suis un gros fan du groupe, donc ça m'intéresse encore une fois. Tu vas adorer. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant en plus, c'est que c'est des combats qui
qui parle à tout le monde, tu vois, forcément. Enfin, comme la musique, comme leur musique, en fait, justement. Tu Tout à fait. t'identifies dans ces mecs-là ou dans ces meufs-là et je trouve ça génial. Et ok, et du coup, Exactement. niveau musique, t'écoutes un peu de rock, j'imagine, du coup? Eh ben écoute, je suis pas un grand connaisseur de rock. On va dire que le genre musical que je maîtrise le mieux, c'est le hip-hop. Ouais. Je suis passionné de rap français, de rap US depuis que je suis gamin. J'aime beaucoup le R&B aussi. Pour parler d'artistes en particulier, j'aime beaucoup ce que fait Frank Ocean. Ouais. Je pense que c'est l'artiste dans lequel je me retrouve le plus. J'adore tout ce qu'il incarne, j'adore son esthétique et puis ses albums. Même s'il se fait super rare, enfin c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je l'apprécie autant. Mais ouais, j'adore ce qu'il fait. Et puis sur un truc un petit peu plus basique, moi je suis un fan de Booba de la première heure. D'accord. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Après je m'intéresse depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup plus à d'autres genres musicaux, que ce soit de l'électro, de la soul, des classiques. J'aime beaucoup la musique brésilienne, j'aime beaucoup ce que fait Jorge Ben et voilà, hein. Je suis assez éclectique, mais mon domaine de prédilection c'est plutôt ce qui dérive du hip-hop. Ok, ça marche. Et du coup, je vais te poser une question un peu piège parce que je t'ai pas demandé d'y réfléchir avant. Si tu devais te décrire en 3 albums, quels seraient les albums en question? Alors me décrire en 3 albums, Ouais. c'est très très bon ça. Je dirais que alors je prendrais le premier album que je prendrais Temps mort de Booba. Ouais. Donc c'est son premier solo qu'il a sorti en 2002. Pour l'aspect boost, confiance en toi, avoir toutes les armes pour arriver à tes objectifs, tout défoncer. Tu vois, quand je sens qu'il me manque un peu de confiance en moi, je me mets Temps mort dans les oreilles et je me sens surhomme, tu vois. Ouais, et deuxième album, je dirais à l'opposé, je dirais Blonde de Frank Ocean, qui est pour moi l'album de la sensibilité à l'extrême, de l'expression de ses sentiments, etc. Qui est aussi quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup. Donc ça fait un petit peu le yin et le yang. Et le troisième, j'irais sur un truc super fun, tu vois, sur un truc qui me donne envie de danser, qui me donne envie de chiller au bord de la plage et de se poser aucune question. Et je dirais l'album Forza Bruta, on va essayer de lui rendre hommage avec une petite prononciation quand même, de Jorge Ben, le Brésilien, qui est un album de samba des années 60, je crois. Okay. Et voilà, ça te donne envie d'être sur une plage, de boire des cocktails, d'être avec tes potes et de te poser aucune question sur la vie, quoi. Génial. Et du coup, le dernier album de Booba, c'est validé ou ça casse? Écoute, c'est une question touchy. En vrai, j'ai été un peu déçu. Je vais pas te mentir. Je me suis laissé un bon mois pour le mûrir, l'écouter dans tous les sens. C'est pas un album marquant qu'il a fait, je trouve. Après, il y a quand même 2-3 morceaux qui m'ont mis une petite claque, notamment le premier morceau GP, le morceau 5G. J'ai vraiment kiffé. Après, dans la durée, l'album, je sais pas, je pense pas que ce soit un album vers lequel je me retournerai beaucoup, quoi. Ok, je comprends. T'en as pensé quoi, toi? Je suis curieux. Écoute, moi je suis pas forcément un grand fan de Booba sur un plan large, quoi. Mais l'album, je l'ai écouté. J'ai pas été si fan que ça. Enfin, je crois qu'il y a un moment, faut juste accepter que ton rap vieillit et que toi aussi, tu vois, et que faut laisser la place aux nouveaux artistes. Mais après, tu vois, j'ai pas forcément grandi avec. Enfin, j'ai l'impression que Booba, c'est quand même une génération au-dessus de la mienne, tu vois. Et c'est ça, de toute façon, c'est le cas. Mais par contre, Temps mort, pour le coup, je l'ai séché aussi. Enfin, quand tu fais du sport, écouter Temps mort, c'est un peu, tu vois, la référence. Trop bien. Et grave, c'est clair. Mais par contre, j'avais vu Booba, quand il fait des sorties médiatiques, souvent c'est assez, ça fait pas mal de bruit, quoi. Et je le trouve que quand il joue pas au con, tu vois, je trouve qu'il est très très intéressant et intelligent. Et du coup, c'est un artiste que je respecte beaucoup pour ça, parce que il a quand même accouché d'énormément de clones. Bah, c'est clair.
C'est Et, clair. je sais pas, je trouve il a cette sérénité qui est assez impressionnante, quoi, à écouter et à voir. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, moi, je le trouve récemment dans ses sorties médiatiques, je le trouve touchant parce que je trouve qu'il a plus de masque d'essayer de faire le gangster comme il a essayé de le faire dans les années 2000 où Ouais. tu vois il renvoyait une image super virile, gangsta, etc. Il souriait jamais sur les plateaux télé. Là, tu le vois rire, tu le vois dire ce qu'il pense, même Mm. si je pense qu'il peut être très intelligent sur certains aspects. Je pense que c'est un businessman hors pair. Ouais. Tu vois aussi que bah il y a des choses qu'il comprend pas forcément ou qu'il a pas trop creusé, mais il s'en cache pas, il dit ce qu'il pense. Et en fait, je trouve qu'il a une candeur que qu'on lui connaissait pas et je trouve ça assez touchant de voir ce mec-là de 40 piges qui est costaud, qui est le boss du rap game français, bah de lâcher les masques et de plus jouer de rôle. Ouais, Ça me plaît carrément. beaucoup moi dans son attitude. Et niveau rappeur français, t'as d'autres recos peut-être à nous partager? Euh, alors, sur des trucs plus actuels, euh, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé l'album de Green Montana, Ouais. qui est sorti l'année dernière, et d'ailleurs Green Montana qui est signé sur le label de Booba. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien sa musicalité. Je trouve qu'il techniquement il est très bon, que il est capable de t'emmener dans plusieurs univers. Mm. Euh, Après, ouais, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre de mes écoutes récentes Chris Corleone, une belle. Enfin, j'ai trouvé que l'album était très bon, celui Ouais. qu'il a fait l'année dernière. Bon, il est un peu en featuring partout aujourd'hui, donc si t'as pas entendu un couplet de Chris Corleone, c'est que t'écoutes pas de rap, à mon avis, C'est aujourd'hui. vrai. C'est Mais vrai, c'est vrai. techniquement, je le trouve ultra impressionnant. Et et voilà. Voilà. Ah, c'est vrai Pas les petits recos. Frisk Corleone, c'est vraiment le mec qui est arrivé, enfin, pas d'un coup, parce que tu le sentais venir quand même, mais quand tu regardes la communauté, pour le coup, que ce mec-là a amassé, tu vois, c'est C'est un truc de fou. incroyable, hein, incroyable, incroyable. Et du coup, Ouais. après avoir parlé de littérature et de musique, on va passer au cinéma, surtout que bah, j'imagine que toi aussi, tu es très heureux de la réouverture des salles qui est intervenue Ah, mercredi. Et t'y es retourné déjà au ciné ou pas encore? non, c'est ce que j'allais te dire. J'y suis pas encore allé et j'ai hâte d'y remettre les pieds là, vraiment. Ah, tu m'étonnes. Je suis allé voir Falling hier de Viggo Mortensen, qui était Ouais. vraiment. Enfin, c'est un premier film. Tout n'est pas parfait, du coup, loin de là, mais il y a vraiment des trucs intéressants. Et puis, pour le coup, enfin, tu parlais de candeur avec Booba, je trouve que celle de Viggo Mortensen, le personnage est très touchant aussi, tu vois, de Viggo, parce que quand tu regardes sa filmographie, il a joué un peu de tout, et Ouais. ses derniers rôles sont. Enfin, il exprime beaucoup ses sentiments et l'amour de la famille et tu vois, notamment dans Captain Fantastic, etc. Et là, c'est le premier film du coup qu'il réalise et qu'il écrit, si je dis pas de bêtises. Et il y a encore une fois la place, enfin l'omniprésence de l'amour familial. Et c'est vraiment un très beau film si t'as l'occasion. Bah écoute, c'est vendu. Tu m'as donné envie de le voir. Moi, j'aime beaucoup Viggo Mortensen et très curieux de voir ce qu'il a à dire en étant derrière la caméra. Ah Donc bah tu verras, il y a des scènes dans vraiment la à liste. couper le souffle et c'est très intéressant à regarder. Trop bien, Et, trop bien. et du coup, est-ce que, pareil, des films qui ont marqué ta vie, tu peux m'en citer quelques-uns? Ouais. Je- alors, je vais te parler de réalisateur parce que j'aime bien, en général, quand j'aime bien un film, j'aime bien creuser la filmographie du réalisateur et un peu comme j'ai du mal à écouter de la musique en écoutant juste un single ou un Ouais. morceau. J'aime bien écouter les albums et j'aime bien les écouter dans l'ordre. Je suis un peu un psycho de ce point de vue-là. Mais pareil pour les films. Et du coup, moi, je suis grand fan de David Lynch. Ouais. J'adore vraiment et en fait j'ai commencé par Mulholland Drive Mhm. que j'ai dû regarder il y a je sais pas 8 ans quelque chose comme ça que j'ai adoré et en fait j'aime bien tout l'univers un petit peu c'est très dur à qualifier mais en fait il joue avec ton esprit de manière tellement subtile il arrive à te mettre à la fois mal à l'aise à te faire peur à t'exciter, à te rendre joyeux, le tout dans une seule et même scène.
Et ça c'est exceptionnel. Donc après j'ai creusé, j'ai regardé Sailor et Lula, j'ai regardé Blue Velvet, et puis évidemment ma série préférée Twin Peaks. Ouais. Je suis fan absolu. Je pense qu'un jour sur deux sur mon Instagram je partage une photo en lien avec Twin Peaks. Mais ouais, je trouve que ce réalisateur il est exceptionnel. Après mon seul regret c'est que j'ai jamais réussi à regarder son dernier film là, Inland Empire. Je sais pas si tu l'as regardé, mais alors écoute, c'est là où il est allé le plus loin dans son art. Hein. C'est vraiment, tu regardes un film qui est complètement déstructuré, où tu comprends rien, et en fait au bout de 45 minutes c'est limite insoutenable. Okay. J'étais tout seul chez moi un samedi soir, j'ai arrêté le truc, je me suis dit oula, je vais pas être bien pour la nuit. Ouais. Laisse tomber, tu reviendras quand tu seras plus solide. Ouais, donc mais c'est vrai qu'il a une palette tellement incroyable. Et tu parlais de Sailor et Lula, moi c'est un de mes films préférés, je crois. Trop bien. Parce que je trouve que Nicolas Cage dans ce rôle, enfin c'est peut-être son meilleur rôle au cinéma avec Volte-Face, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ce que j'aime bien chez Lynch, c'est sa capacité à faire plein de types de cinéma différents, à toucher plein de genres, un peu à la Kubrick, tu vois. Ouais. Genre le mec il peut t'emmener dans une histoire d'amour comme il peut t'emmener dans un polar, tu vois, et il le fait à chaque fois avec une rigueur qui est impressionnante, et c'est pour ça que je pense que beaucoup le considèrent comme peut-être le meilleur réal actuel, tu vois. Bah, c'est clair que pour réussir en fait à maîtriser autant de genres et en fait à t'emmener dans des émotions aussi complexes, c'est que le mec il a une connaissance des émotions et des mécanismes qui nous font réfléchir, ressentir, qui est ultra profonde, quoi. D'accord. Et en plus moi il me fait marrer. Tu regardes ses vidéos sur YouTube là, le Weather Report, où il donne la météo tous les jours, ou qu'est-ce que sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui. Il a une série qui s'appelle comme ça. C'est des trucs où il se filme lui-même et tu te dis what the fuck, quoi. Et en fait ce mec là il est authentique de A à Z, et je pense qu'il est ultra créatif et il est juste à chaque fois, et c'est impressionnant. Ouais, carrément. Et je voulais faire une petite mention. Alors, je sais pas si tu voulais qu'on continue à parler de ciné. Carrément. Ouais, j'allais parler de Xavier Dolan. Ouais. Je suis pas original, hein. Dolan et Lynch, bon voilà. Mais un des films qui m'a le plus touché récemment, c'était Mommy. Et du coup j'ai creusé, j'ai regardé Laurence Anyways, j'ai vraiment adoré son travail. Ouais. Je suis un peu mitigé sur les autres, notamment Juste la fin du monde. Ouais, moi aussi. Je suis pas vraiment rentré dedans, ça m'a moins parlé. Après j'ai adoré celui qu'il a fait avec Kit Harington, le mec de Game of Thrones, la vie de Geneviève Donovan. Exactement. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc ces trois là, on va dire John Donovan, Laurence Anyways et Mommy, j'ai trouvé ça super touchant, et en fait moi je pense que ce qui me touche le plus dans l'art, c'est l'authenticité, et de réussir à comprendre quelles émotions le réal ou l'artiste a essayé de mettre dans ce film, et que ça se ressente de manière naturelle, et que tu vois qu'il n'y ait pas de fake, tu t'es pas de malaise là-dessus, et je trouve qu'il est trop fort là-dessus, quoi. Bah, carrément, à fond. Et c'est quoi, du coup, pour faire le lien avec Paco, c'est quoi ton premier partage sur Paco, culturel? Mon premier partage sur Paco. Alors, je vais te dire la version officielle et la version officieuse. Vas-y. La version officielle, c'est-à-dire si tu vas sur mon Paco, le premier truc que tu vas voir, c'est un post sur un morceau de Booba. Ouais. Le fameux morceau GP de son dernier album, celui qui fait partie des morceaux que j'ai bien aimé. Okay. Où en fait il a une punchline où il dit il s'auto-surnomme Cop Antonio Banderas, donc Cop, pour ceux qui savent pas, c'est le surnom de Booba, et il aime bien se donner des surnoms avec des gens connus. Et en fait il fait une rime qui dit Cop Antonio Banderas, j'ai pas fini la school mais j'ai fini San Andreas. Donc moi j'ai écouté ça, j'ai tapé des barres, et du coup j'ai fait un post où on a la photo de Booba et on a une photo d'Antonio Banderas en chemise façon sexy, et ça c'est le tout premier post que tu peux retrouver sur mon profil. Ok, génial. Antonio Banderas, excellent acteur aussi, tu vois. Grave, Desperado. Ouais. Adoré Desperado entre autres, mais ouais, super acteur. Carrément. Du coup Arthur, je pense que
Moi, je t'ai posé toutes les questions que je voulais, mais je voulais te remercier déjà d'être venu dans le podcast parce que j'imagine que t'es pas mal occupé avec Paco et enfin, l'ampleur du projet. Bah, c'était un plaisir. Écoute, discuter de Paco, discuter de réseaux sociaux et discuter de culture, honnêtement, c'était probablement l'heure la plus agréable de ma journée, avant l'apéro de ce soir. T'inquiète. Mais je suis ravi d'avoir été, que tu m'aies invité et je souhaite longue vie au Carré Bleu. Bah, écoute, je trouve que les thèmes que tu abordes, j'écoutais ce matin un des épisodes où tu traites de santé mentale où je trouve que c'est je trouve ça top qu'aujourd'hui des gens se lancent sans aucun complexe pour parler de ça et que ce soit fait sur des formats qui soient accessibles à tout le monde. Donc trop bien, avec grand plaisir pour revenir un jour, donner des nouvelles, parler d'autres sujets, mais c'est trop bien. Merci à toi. Merci encore une fois à toi et longue vie à Paco aussi, hein, parce que comme tu dis, c'est le commencement. Donc, exactement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Paco en description du podcast. Et voilà, encore une fois, merci Arthur et à bientôt sur le Carré Bleu. Salut. Merci beaucoup Baptiste. À bientôt. Salut.